On peut y aller. On commence. C'est bon. Mesdames et messieurs, pardon. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant de pouvoir commencer la lecture de notre communication, je voudrais qu'on observe 1 minute de silence pour le crime qui s'est déroulé à Franceville tout récemment. Je voudrais qu'on se lève pour ça. Merci. Communication du mercredi 17 janvier 2024. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, après la déclaration de DU du 2 novembre 2023, Dynamique Unitaire examine à nouveau ce mercredi 17 janvier 2024 les actions du Comité de transition pour la restauration des institutions CTRI, comme elle le fait depuis le 1er septembre 2023, sous forme de bilan d'étape pour éveiller les travailleurs et les retraités, et plus largement le peuple gabonais, sur les enjeux et les attentes qu'exige un réel progrès pour tous. Ce mercredi 17 janvier est aussi l'occasion de souhaiter à toutes et à tous les vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Il s'agit surtout d'un moment d'introspection collective en hommage à tous ceux qui nous ont laissés, notamment les travailleurs et retraités, sans pouvoir jouir de leurs droits toujours en attente de régularisation. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, cette année 2024 s'ouvre pour Dynamique Unitaire avec son lot de questionnements, de circonscriptions et même de désenchantements, commençant à poindre à l'horizon sur la gouvernance qui imprime la transition. En effet, après le feu légitime et ambiante du 30 août 2023, nous sommes au regret de constater le rétropédalage, les effets d'annonce, le manque d'éthique et surtout les réminiscences de l'ancien régime qui jalonnent le magistère du gouvernement. Concernant le rétropédalage, les nouveaux critères d'attribution de bourse, 12 sur 20 pour le premier cycle et 11 sur 20 pour le second cycle, sont aux antipodes des discours ronflants qui étaient essaimés partout et annonçaient le rétablissement de la bourse comme avant. Le gouvernement se justifie maladroitement en parlant d'excellence dans un pays où des milliers d'élèves en effectif pléthorique dans des salles de classe achèvent des années scolaires avec des matières sans professeur. Poussant sa maladresse très loin, le gouvernement se permet de prendre un arrêté qui illégalement abroge les dispositions d'un décret pour entériner ces critères. Est-ce là notre essor vers la félicité? En matière d'effet d'annonce, Dynamique Unitaire s'inquiète profondément des méandres et des errements qui ont entouré la mise en place de l'arrimage des pensions de retraite au niveau système de rémunération. Comment l'arrimer sans un socle juridique qui l'encadre? En effet, jusqu'à ce jour, le nouveau système de rémunération n'a pas de texte légal qui le fixe et l'organise, et le paiement des pensions de retraite des fonctionnaires continue de s'appuyer sur les dispositions de la loi numéro 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l'État. C'est pourquoi Dynamique Unitaire exhorte vivement le gouvernement de se conformer à la loi en abrogeant les dispositions caduques de la dite loi, en les complétant et en les modifiant, sans omettre d'intégrer au passage les bonifications indiciaires des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels de santé, des enseignants de l'éducation nationale,
des enseignants de l'éducation nationale, de l'enseignement professionnel et des affaires sociales dans le calcul des pensions de retraite, puisque ces bonifications sont depuis 2015 un élément constitutif du salaire de base et soumis aux prélèvements sociaux. De ce fait, Dynamique Unitaire demande au gouvernement de surseoir l'application de cet arrimage des pensions et d'associer les syndicats qui ont réellement œuvré depuis 2015 pour le nouveau système de rémunération, au lieu de se cramponner comme dans l'ancien régime à des syndicats corrompus qui ne se soucient pas des intérêts des travailleurs et des retraités. À cet effet, nous souhaiterions que le CTRI n'emboîte pas le chemin de l'ostracisme de Dynamique Unitaire comme le faisait l'ancien régime, en l'écartant des débats et des décisions qui concernent notre pays à tous. Nous avons pour preuve, tout récemment, la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An du jeudi 4 janvier 2024 au chef de l'État et la présentation du rapport des travaux de l'arrimage des pensions au niveau système de rémunération. La transition se doit être une rupture avec l'ordre ancien. En ce qui concerne le manque d'éthique empreint de conflits d'intérêts, de délits d'initiés, d'indécence et de rapports incestueux, Dynamique Unitaire a été effarée du lancement en grande pompe, d'une holding intervenant dans le secteur minier, propriété du ministre Hervé Patrick Opianga, qui lui-même est en charge des mines. Où sont l'état de droit et le devoir d'exemplarité au Gabon? De tout ce qui précède, Dynamique Unitaire dénonce les réminiscences de l'ancien régime qui a été vomi et appelle à cet effet le peuple à la vigilance. L'attachement de Dynamique Unitaire aux libertés syndicales est intemporel et imprescriptible et ne peut s'accommoder des atteintes injustifiables à l'instar des violations contre les syndicalistes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SCEG, par les forces de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle Dynamique Unitaire dénonce vigoureusement ces pratiques rétrogrades que le CTRI devrait s'abstiner de reproduire. Ce recours à la violence contre les libertés syndicales contraste bizarrement avec la légèreté de la justice à l'heure du CTRI sur des affaires retentissantes qui heurtent l'opinion, précisément à Libreville avec le meurtre de Karl Stacey Akwe-Angwe, à Port-Gentil avec le meurtre de Lionel Roquewa et des 4 crimes avec prélèvement d'organes à Franceville. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, Dynamique Unitaire, à titre de rappel, est la première organisation, quelle que soit la nature, à avoir manifesté son soutien à l'acte posé par les forces de défense et de sécurité dans la nuit du 30 août 2023, par une déclaration faite le 1er septembre 2023, Dynamique Unitaire avait adoubé la chute du régime Bongo PDG et appelé à de larges consultations pour bâtir un pays plus juste pour tous. Pour Dynamique Unitaire, accompagner la transition allait de soi avec en ligne de mire le dialogue, l'humanisme, la vérité, la justice et la transparence comme fondamentaux qui ont toujours fait défaut à la gouvernance publique depuis 1967. C'est pourquoi Dynamique Unitaire appelle au ressaisissement du gouvernement et plus largement du CTRI, parce que la réussite de cette transition est essentielle, c'est le bien de tous. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner ne rime pas avec pilotage à vue. Si une gouvernance s'inscrit uniquement dans la communication et agit en contraste de ce qui a été annoncé préalablement, c'est qu'elle emprunte les chemins de la démagogie. La parole est sacrée. On juge un homme selon les actes qu'il pose en conformité avec sa parole et ses engagements pris publiquement. C'est pourquoi, avec force et espoir, Dynamique Unitaire lance un message au gouvernement. Ne nous décevez pas. Nous voulons tous l'essor vers la félicité. Je vous remercie.
Maintenant, par rapport à cette communication, certains camarades vont intervenir par rapport à des points clés et des points d'actualité de l'heure. Notamment, nous allons commencer premièrement sur le problème de bourse. Nous allons donc donner la parole à au camarade Blaise de la CONACYCED pour nous édifier sur ce sujet. Il sera accompagné du camarade Pipan. Donc, les camarades de la CONACYCED nous expliquent exactement ce qui se passe. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier et en avoir, comme dans une dissertation, avant de l'aborder, être amené à situer les intérêts du sujet. En dissertation, on aurait été amené à dire aux enfants d'être vigilants sur la directive. La directive est d'intérêt dans ce sens qu'elle permet de délimiter le champ de déroulement de l'épreuve. Et si on était en mathématiques, en sciences, on aurait été amené à demander aux élèves de s'intéresser au domaine des définitions. Est-ce que ça a changé depuis lors? Jamais. Voilà. C'est pour ça que, parlant de la bourse, il nous semble d'intérêt de circonscrire notre champ d'intervention. La bourse dont il est question ici, il faut le relever, il faut le dire, c'est la bourse au secondaire. La bourse au secondaire. Et pourquoi nous insistons sur le secondaire et non pas sur le supérieur? C'est parce que nous avons, au moins en intime conviction, le sentiment que le niveau de conscience des étudiants dans l'usage, l'utilisation qu'ils font de leur bourse, ce niveau de conscience est différent du niveau de conscience au secondaire pour les élèves dans l'utilisation de cette bourse-là. Vous avez donc ici 3 courants de pensée. Nous avons 3 courants de pensée depuis que le sujet est posé par le CTRI. Vous avez un premier courant que nous qualifions de légalo-absolutiste. Il est même polémiste. C'est le courant de ceux qui disent la bourse, elle est inscrite dans la loi. Il n'y a rien à faire. Au nom de l'intérêt d'application, de l'intérêt qu'il y a à appliquer la loi, eh bien, il faut payer la bourse. C'est un point de vue. Vous avez un deuxième point de vue, un autre courant de pensée. Ce courant qui dit il faut donner la bourse en ce que il constitue une richesse, un bien à partager à l'angle de la distribution du revenu national. C'est-à-dire, comme c'est l'argent de tout le monde, en fait, ce sont les richesses du pays, ce sont les richesses de tout le monde. Il faudrait donc qu'on élargisse cela à tout le monde et il n'y a pas de raison que les enfants, les élèves au secondaire ne soient pas éligibles. C'est un point de vue aussi. Vous avez un troisième point de vue qui est pour nous un point de vue révisionniste et qui dit c'est 11 et 12 et c'est maintenant que nous le faisons.
Et à l'argument de savoir est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on y parvienne, cette opinion-là, qui est portée par les institutions de la République, dit même les pauvres, il n'y a pas de raison que les pauvres ne parviennent pas à avoir 11 ou 12 sur 20. À chacune des instances ici, chacune des opinions, nous voulons soulever quelques limites, les limites de ces approches-là, pour que nous soyons capables de nous projeter et d'envisager au mieux et de notre point de vue ce que nous croyons bon pour l'État. Parce que notre rôle, c'est d'analyser les problèmes et de pouvoir nous associer aux autres, c'est-à-dire aux autres opinions, afin de dégager une voie que nous croyons être bonne pour le pays. Le camarade Dr Mbot l'a dit tout à l'heure, que le Gabon est notre affaire à tous. Si le Gabon est notre affaire à tous, ça veut dire que nous sommes donc dans une sorte de navire. Et chacun de nous doit être conscient de ce que il y a des extrêmes parfois à éviter. Parce que si l'on tire trop, étant dans le navire, le risque est grand que ça chavire. Voilà pourquoi nous devons tous, en tant qu'enfants de ce pays, prendre soin de nous écouter. Et nous voudrions exprimer notre désapprobation sur cette facilité qu'il y a sur les lèvres du Gabonais à passer à l'injure. L'injure est trop facile aujourd'hui. L'injure a supplanté un peu la nécessaire contradiction. C'est une forme de violence. La violence n'est pas que physique. La violence est morale. La violence est psychologique. La violence est culturelle. Ce que nous vivons sur les plateaux de télévision ces temps derniers, c'est une forme de violence gouvernementale. C'est-à-dire, on arrive sur un plateau de télévision, tout le monde est attaché à écouter parce qu'il y a intérêt à ce qu'on écoute pour le sort de tout un pays dans lequel nous sommes tous. Mais on a plutôt droit à une sorte de parodie de communication. Y a-t-il intérêt à faire en sorte que sur un plateau de télévision, là où il y a des débatteurs, que sur la forme, on n'est même pas, on constate par exemple qu'il y a un qui a un micro et que l'autre ne l'a pas. Ne serait-ce que sur la forme, vous voyez que c'est une forme de violence. C'est une forme de violence. Et sur ce fait, par exemple, et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, il y a beaucoup de goût d'inachevé. Les enseignants se posent la question, par exemple, sur l'issue des vacations qu'ils n'ont pas. Il eût été mieux au plateau, sur la foi de la nécessaire contradiction que revendique la communication en interaction, qu'il y ait une réponse. Et en l'absence de cette réponse-là, eh bien, qu'il y ait au moins un son différent, en capacité d'intervenir pour pouvoir aider à laisser manifester la vérité. Donc, c'est le lieu d'attirer l'attention du gouvernement, du CTRI, sur cette manière de faire, pour dire le pays est aujourd'hui dans une sorte de scénario où il y a plein de violence. Il n'y a pas que la violence physique, je l'ai dit, et qui est dénoncée dans l'allocution de tout à l'heure. Il y a également la violence verbale, la violence psychologique, la violence morale, la violence rituelle, culturelle, révélateur même de la crise d'identité aujourd'hui. Je referme la parenthèse et je reviens sur la question de la bourse. Permettez-moi. Personne n'ignore l'intérêt qu'il y a à avancer vers l'excellence. Mais il faudrait que nous nous posions de bonnes questions. Il faut que nous nous posions de bonnes questions. Pour qu'il y ait excellence,
il faut qu'on réunisse d'abord des conditions. Est-ce qu'en l'état actuel des choses et à l'épreuve des faits, on est capable de soutenir que ces conditions sont réunies? La réponse, c'est non. L'excellence, c'est la construction des établissements scolaires. Il faut les construire en quantité et en qualité. Au point où on doit être amené, par exemple, aussi à les équiper. Les établissements scolaires doivent avoir des laboratoires. Pas de nom, mais réellement équipés. Pour le bien à la fois de la condition de travail de l'enseignant et pour le bien de la condition d'apprentissage de l'apprenant, c'est-à-dire de l'élève. En l'état actuel des choses, il n'est pratiquement rien de tout cela. L'excellence, c'est notre capacité à nous, parce que l'État, c'est nous tous, disons-nous. La capacité donc à faire en sorte que l'État donne le lit, c'est-à-dire où dormir, à cet enfant-là qui n'a pas du tout cette possibilité. En même temps, et par rapport à l'excellence, il faudrait donner la possibilité à l'élève de manger, à cet enfant-là de manger. C'est pour cette raison que nous appelons à créer, vous voyez, ou à faire exister des internats. Ça a existé aux années 90. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tout a disparu. Tout fout le camp dans le pays et tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité. Donc, ces conditions manquent. Mais ce n'est pas parce que les conditions manquent que nous nous interdisons de rêver. Donc, nous disons à ce point de vue officiel, qui dit qu'il faut 11 ou 12, on dit c'est bien. Mais, comprenez qu'il y a intérêt à réunir un certain nombre de conditions pour que on atteigne les objectifs assignés. C'est ce qui est dit de ce premier point de vue. Et tout en admettant que même quand on le fait, il y a le parent d'élève qui est toujours à situer au fondement de la responsabilisation de l'enfant. Que les conditions d'excellence soient, le parent d'élève sera toujours là pour payer la scolarité, je vais dire le transport à son enfant. Le parent d'élève sera toujours là pour payer le cahier quand ça manque. Donc, il y a une présence qui est presque incontournable du parent d'élève. Si on regarde la prime, je vais dire la bourse, au prisme de la distribution du revenu national, là également, nous trouvons qu'il y a des limites, un certain nombre de limites. C'est notre pays. L'une des limites, c'est par exemple cette question que beaucoup d'entre nous ne se posent pas. Quel est, parce qu'il s'agit du secondaire, ces enfants pour lesquels nous venons de passer à la télévision pour dire, on dénonce leur attitude de par le fait qu'ils s'agglutinent, n'est-ce pas, au sortir des cours dans les bars. C'est ce que nous disons cet an dernier. Et nous sommes même prêts à fermer ces bars-là autour des établissements. Question, ils sont dans les bars à quels moyens? Aux petits moyens que les parents, n'est-ce pas, donnent. Pourquoi? Pour aller à l'école, pour acheter le cahier, mais cet argent semble être détourné dans la mousse. Ça, c'est une réalité. Les amis, nous ne perdons pas de vue que nous avons un devoir d'éducation, de formation. L'autre question que ne se pose pas le camp de ce distributionnalisme-là, du revenu sur le fondement du partage du revenu national, c'est la question aussi de la soutenabilité. La soutenabilité de cette charge-là, dans le temps. Oui, on paye. Oui, on donne à tout le monde. Mais est-ce que notre économie
Et ça, le gouvernement ne répond pas suffisamment là-dessus. Est-ce que l'économie du pays, en l'état actuel des choses, est capable de soutenir cette dépense-là à court, moyen et long terme? C'est une situation qui n'a pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Nous pensons qu'il faut resituer le parent d'élève. Relevons le pouvoir d'achat des ménages. Parce que c'est toujours le parent d'élève qui prend son enfant en charge. Qu'on distribue la bourse, 24 000 à tout le monde, le parent sera là. Que l'on édifie les conditions dont on parle pour l'excellence, le parent sera toujours là. Et parmi ces parents-là, il y a deux catégories. Vous avez ceux qui n'ont pas de travail du tout, qui doivent aussi s'occuper de leurs enfants. Et vous avez ceux qui ont du travail. Mais ce travail-là, il se trouve que le revenu ne répond peut-être plus. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et c'est le message que nous lançons en direction de l'État. Nous pensons qu'on peut insister sur le relèvement du pouvoir d'achat. Quand le gouvernement parle de situations administratives à régulariser, quand le gouvernement parle de rappels soldes à payer, c'est une façon de donner le pouvoir d'achat, de relever le pouvoir d'achat des ménages, qui eux, vont finir parce que conscients que cet argent-là servira en partie à la prise en charge de la scolarité des enfants, des frais d'écolage des enfants. C'est une bonne chose. Il faut le saluer et il faut que le gouvernement aille de l'avant. Le dernier point, c'est cette autre catégorie qui n'a pas de travail du tout. Nous sommes heureux d'entendre dire qu'on va vers la création d'une banque de développement dans le pays pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui sont privés d'emploi, ils trouvent là un chemin pour en avoir. C'est une initiative. En somme, c'est cela aussi, pour les puristes en économie, la relance de l'économie par la consommation. Et nous pensons que cette voie-là, elle est la meilleure. Elle n'exclut aucun point de vue. Au contraire, elle concilie, cette perspective concilie les points de vue en mettant le parent d'élève au centre. Je vais sortir par cela en insistant sur le fait que le CTRI nous dispense de cette nouvelle forme de violence verbale, empreinte d'arrogance, de mépris. Lorsqu'on porte la parole officielle, nous pensons qu'il y a lieu de se dire qu'en face, nous avons de la considération pour ceux qui vont nous écouter, parce qu'ils sont dignes de dignité. Je vous remercie. Merci. Peut-être, comme ces deux matières différentes, nous allons, il y en a un autre camarade de la CONACYCED, parce qu'il faut quand même deux points de vue pour pouvoir comparer, pour que les personnes qui nous suivent puissent mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. Faut-il 10 sur 20 comme auparavant, ou qu'est-ce que vous en pensez, camarade? Merci, camarade Mbot. Alors, on n'aura pas, au niveau de la CONACYCED, nous pouvons vous l'assurer, au niveau de la CONACYCED, nous n'avons pas souvent besoin d'avoir des points de vue différents, parce que ce que nous le disons peut-être de plusieurs manières différentes, mais il s'agit exactement de la même chose. Alors, je vais peut-être intervenir en complément à ce que vient de dire le camarade, ou mieux encore, au propos qui a été celui d'aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce que nous faisons, certes, toutes les clarifications qui sont faites autour de la question des bourses, le rapport qui existe entre la nécessité de mettre en place des conditions de préparation de l'excellence que l'on exige, toutes ces conditions-là, toutes ces choses-là sont importantes à clarifier au départ. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus par rapport à l'adresse d'aujourd'hui, ce sont les destinataires de cette adresse. C'est-à-dire, en premier lieu, les parents d'élèves à travers leurs enfants qui sont bénéficiaires de ces bourses-là.
les parents d'élèves. Parce qu'il y a un fait curieux, je ne sais pas si tout le monde l'a constaté, il y a un fait curieux, depuis que nous parlons de ce problème de bourse, alors que dans notre pays, il existe un grand nombre d'organisations des parents d'élèves, je n'ai pas souvenance d'avoir entendu une seule fois, peut-être que je n'étais pas ce jour-là devant la télé, mais je n'ai pas souvenance d'avoir entendu les parents d'élèves. Alors que ils devraient être les premiers. Mais peut-être à cause d'une information qui est insidieusement souvent donnée, qui consiste à présenter la situation actuelle, qui consiste à présenter le contexte actuel comme étant un régime d'exception. Loin s'en faut. Permettez-moi de revenir quand même là-dessus pour démontrer que les libertés fondamentales sont bel et bien observées, y compris toutes les autres libertés et droits. Nous ne sommes pas dans un régime exceptionnel, sans prétendre être des juristes, mais je crois que ce qu'ils nous disent, les juristes, c'est que un régime exceptionnel est généralement encadré par des textes de loi, et en l'occurrence la Constitution. Bien malin qui peut montrer aujourd'hui qu'il y a eu une Constitution au Gabon qui a prévu une situation de prise de pouvoir par le coup d'État ou le coup de liberté, c'est selon. Il n'en existe pas. Nous sommes bel et bien dans une situation exceptionnelle qui n'est pas prédéfinie par la Constitution. Nous ne sommes donc pas en régime exceptionnel qui, par essence, a l'habitude de limiter un certain nombre de libertés. Je convie donc les parents d'élèves à se faire entendre, de ne pas être sous le coup de cette idée insidieuse qui consiste à dire que nous sommes dans un régime exceptionnel. Nous ne sommes pas dans un régime exceptionnel. Donc, je voulais insister là-dessus, en même temps que je voudrais interpeller les enseignants et partant tous les travailleurs. Nous sommes dans un contexte qui est tellement atypique, où nous voyons non seulement les droits qui sont toujours séquestrés, où nous voyons beaucoup de libertés qui sont menacées, à l'exemple de ce que nous avons relevé dans l'adresse d'aujourd'hui en ce qui concerne nos camarades de la SEG. Mais il n'est pas du tout normal que nous nous croisions les bras. Nous, au niveau de la CONACYCED, il y a des voix autorisées. Le délégué général, y compris tout le bureau de la CONACYCED, nous aurons l'occasion de communiquer à ces propos. Mais je peux dire, en tant que leader syndical, que tous les travailleurs en général et tous les enseignants en particulier ont intérêt à commencer à se réveiller. Nous n'allons pas mettre le pays sans dessus-dessous, mais à commencer à se réveiller pour se rappeler que nous avons le devoir de jouir de tous nos droits, nous avons le devoir de défendre nos droits à n'importe quel moment et à n'importe quel prix, tout en nous conformant aux textes et aux lois et règlements en vigueur. C'est cette adresse-là que je voulais particulièrement faire aujourd'hui au monde des travailleurs et aussi particulièrement aux parents d'élèves qui semblent être dans une sorte de sommeil qui ne dit pas son nom. Je vous remercie. Nous vous remercions parce que là, ça éclaire un tout petit peu notre lanterne. Effectivement, ils concoctent tout. Quand je dis ils, c'est-à-dire le gouvernement, la transition, le CTRI, et ils omettent de manière voulue ou, je ne sais pas s'ils font exprès ou pas, ils omettent catégoriquement les parents d'élèves. Or, s'il y a des établissements, s'il y a des enseignants, s'il y a des écoles, c'est parce qu'il y a des élèves. S'il y a des élèves, c'est parce qu'il y a des parents. Donc, il faudrait, nous exhortons Madame le ministre de la tutelle de vraiment associer les parents dans ce débat, dans cette discussion de bourse. Parce que, comme nous l'avions communiqué tout à l'heure, nous tous là qui sommes des travailleurs, nous serons demain des retraités. Actuellement, le gouvernement fait toujours des effets d'annonce. Je parle pour l'instant du gouvernement du pouvoir déchu. Ils ont parlé du nouveau système de rémunération. On nous a fait croire que le salaire va augmenter, alors qu'il n'en est rien. C'est pourquoi je vais demander à notre camarade Stéphane de bien vouloir nous expliquer exactement cette affaire d'arrimage de pension retraite au niveau système de rémunération. Et d'abord, quelle est la genèse de ce nouveau système de rémunération? Bon, je vous remercie. Je ne serai pas très long. Si ce n'est rappeler que, après avoir vu les images
en grande pompe dans les médias publics, notamment dans le principal média public, qui présentait le rapport des travaux de l'arrimage de la pension au système de rémunération aux partenaires sociaux. C'est comme si on allait demander à la victime d'un viol de congratuler son violeur. C'est peut-être dur de le dire, parce que les principales forces syndicales présentes à cette cérémonie sont les mêmes qui ont combattu en 2015 le nouveau système de rémunération. Et ce nouveau système de rémunération mis en place en 2015 n'a jamais fait l'objet d'un réel toilettage des textes en vigueur qui fixent et organisent le régime général de la fonction publique. Donc, en 2023, la transition a décidé entre griffes, de régulariser les pensions de retraite des fonctionnaires retraités en les arrimant au nouveau système de rémunération. Mais comment arrimer, comme Madame Botla dit dans son texte, sans un cadre légal? Parce que le nouveau système de rémunération, selon certains qui ne connaissent pas bien la loi, disent que il s'appuie sur le décret 404 du 20 août 2015 fixant le régime des rémunérations services au personnel civil de l'État, alors que le nouveau système de rémunération concerne tous les personnels de la fonction publique, c'est-à-dire personnel civil comme personnel militaire. Le décret 404 ne parle que de la rémunération des personnels civils de l'État. Donc, un nouveau système de rémunération ne peut pas s'appuyer sur un texte partiel. Tout simplement parce que le gouvernement n'a jamais pris le temps de prendre des vrais décrets d'application de la loi 1/2005 pour modifier réellement ce qu'on entend par salaire de base, parce que c'est le salaire de base qui permet de calculer la pension de retraite. Et en parlant de pension de retraite, il n'y a qu'une seule loi qui existe au Gabon pour gérer les pensions de retraite des agents de l'État. C'est la loi 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime des retraites des agents de l'État. Que dit cette loi qui est toujours en vigueur parce qu'elle n'a jamais été abrogée, modifiée et complétée? Ce sont toujours les mêmes dispositions. Cette loi parle du salaire de base comme ayant deux éléments, c'est-à-dire le nombre d'indices multiplié par la valeur de l'indice, c'est ce qu'on appelle la partie variable. Pourquoi on l'appelle la partie variable? Parce que elle évolue au gré des grades de la hiérarchie des échelons. Donc l'indice évolue, change à chaque fois. Et la partie fixe, c'est le SMIG. Donc le salaire de base dans cette loi, c'est la somme des indices, la valeur de la somme des indices, plus le SMIG. Quand on décide d'arrimer les pensions au système de rémunération, c'est qu'on sait au préalable rassurer que à quoi ressemble le nouveau salaire de base. Puisque le nouveau salaire de base, à l'intérieur, il n'y a plus le SMIG. Mais le régime, la loi 4/96, qui fixe le régime général des pensions de l'État, continue de parler du SMIG et de la partie variable. Donc, c'est là où se pose le problème. Il n'y a pas un autre texte que cette loi pour organiser le régime des pensions des agents de l'État. Et ce texte n'a jamais été modifié. Jamais modifié. Il n'a jamais été modifié, ce texte de loi. Donc nous invitons le gouvernement, avant d'annoncer en grande pompe, avec des syndicats, que le nouveau système de rémunération va être arrimé en fin mars, si je ne me trompe pas, le gouvernement, du moins les Lumières qui ont géré ces travaux, devraient d'abord se rassurer quels sont les textes qui sous-tendent les travaux d'arrimage. Sinon, ce serait un arrimage illégal. Parce que non conforme à ce qui est écrit dans la loi. Puisque la loi en l'état est toujours celle de la loi 4/96 du 11 mars 1996 qui n'a jamais été modifiée.
Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, ça concerne les personnels de santé, les personnels enseignants d'éducation nationale, des affaires sociales, de l'enseignement professionnel, parce que, et ainsi que le personnel enseignant des universités, des grandes écoles et des chercheurs. Parce que ces personnels-là ont réussi en 2015 à maintenir leurs primes transformées en modifications indiciaires dans le salaire de base. Donc, nous invitons ces personnels-là, quand elles prennent leur fiche administrative de visualisation, qu'elles soient vigilantes parce qu'il est bien indiqué dans la partie prélevable, la partie qui est prélevée pour la pension, il y a le salaire, il y a la solde indiciaire et il y a la bonification indiciaire. La bonification indiciaire n'est que pour le personnel enseignant de l'éducation nationale, l'ancienne PIF, pour les personnes de santé, la prime de servitude, et pour le personnel universitaire et de recherche, c'est la prime de recherche qui est prélevée, qu'on appelle la PIR, qu'on appelait la PIR. Donc, si cet arrimage n'a pas tenu compte de ces spécificités que le décret 404 reconnaît, c'est que cet arrimage est une escroquerie. Et nous souhaitons que ça ne soit pas ainsi. Donc, nous souhaitons d'ici là que le gouvernement nous donne, ou les partenaires présents nous fassent parvenir le rapport pour que tous les travailleurs gabonais, notamment les fonctionnaires concernés, s'enquièrent et puissent savoir à quelle sauce ils seront mangés lorsqu'ils iront à la retraite. Si ce rapport reste confidentiel, secret défense, c'est que, comme on dit, derrière un loup, c'est qu'il y a quelque chose de flou. C'est que ce arrimage n'est pas clair et que c'est une escroquerie. Mais nous souhaitons que ça ne soit pas ainsi. Donc, chers travailleurs, mobilisez-vous, cherchez à acquérir ce rapport, demandez au gouvernement de prendre des textes, notamment, nous sommes en intercession, de prendre une ordonnance qui fixe bien le nouveau système de rémunération et l'arrimage qu'il impose pour les pensions de retraite, avec tout ce qui s'impose comme réellement, c'est quoi le salaire de base, quels sont les éléments constitutifs du salaire de base, et par conséquent de tenir compte des bonifications indiciaires et de tenir compte du statut réel de chaque agent quand il part à la retraite pour bénéficier réellement d'une pension revalorisée. Donc c'est ce que je voulais succinctement dire. Je vous remercie. Nous allons demander au camarade Gustave de la santé, SYNAPSA, de nous édifier à nouveau aussi sur ce dossier. Merci pour la parole. Permettez que je présente cette situation de façon maticielle, parce que nous aurons d'autres occasions que nous pourrons effectivement éplucher la question en profondeur. En ce qui concerne la prime de servitude allouée au personnel de santé, il va sans dire que cette prime n'a pas disparu. Et c'est cette prime, effectivement, qui a été transformée en bonification indiciaire, sur laquelle on prélève un certain pourcentage qui constituera notre future retraite. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire à l'actuel pouvoir, c'est de nous épargner un tout petit peu, n'est-ce pas, de cette dramaturgie politique que nous avions connue avec le pouvoir déchu, qui nous a sclérosés dans des situations, on va dire, cycloniques, que vous êtes en train, n'est-ce pas, de payer la facture aujourd'hui. Nous devons prendre conscience de la situation actuelle, surtout sur la question consubstantielle à l'arrimage des pensions retraite au nouveau système de rémunération. Au personnel de santé, nous devons être vigilants que aujourd'hui, on nous prélève sur cette base indiciaire entre 40 et 45%. Et si ces pourcentages n'ont pas d'influence sur nos pensions retraite, c'est que le gouvernement nous vole et que les choses sont floues et qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et nous sommes en droit de nous mobiliser et demander tous ensemble à l'actuel pouvoir de surseoir un tout petit peu, effectivement, cette opération d'arrimage. Si elle ne repose pas
sur des bases légales. Comme pour reprendre la pensée, n'est-ce pas, platonicienne, qui dit il n'y a que des bons fermiers qui font de la bonne terre. Et nous ne pouvons pas aller dans le désordre pour retomber dans les mêmes erreurs qu'hier. Faisons très attention que le président du CTRI prenne la bonne échelle pour mieux traiter la question, n'est-ce pas, des retraites, la question de l'arrimage. Et surtout, impliquer dans la réflexion, dans ces travaux, les acteurs qui ont travaillé sur la question, et je voudrais citer la Confédération syndicale dynamique unitaire, qu'il ne faudra pas écarter de toutes les décisions et de tous les travaux. Les syndicats membres de la Confédération syndicale dynamique unitaire ont réfléchi sur la question et nous avions reçu les coups de nos compatriotes syndicalistes jeunes qui aujourd'hui sont au devant de la scène. Hier, les mêmes syndicats qui ont participé au délitement de ce pays, au délitement, n'est-ce pas, de notre nation. Prenons conscience de ce qui nous arrive et de ce qui se passe. Je vous remercie. Pour conclure, nous voulions lancer, comment dirais-je, nous voudrions nous adresser au CTRI, surtout au président du CTRI, le président de transition, le général Brice-Clotaire Oligui Nguema. Ce pays, c'est notre pays à nous tous. Nous avons tous applaudi le 30 août 2023. Nous avons foi en vous par rapport au coup de libération du 30 août et par rapport aux actes que vous êtes en train de poser. Attention, Monsieur le Président de la Transition, que le CTRI se ressaisisse. Que le CTRI se ressaisisse. Parce que dans le gouvernement de transition, il y a certains termes qui sont en train d'utiliser, comme lors des dossiers, le grand dossier de la RTG concernant le ministère de l'Éducation nationale, j'ai entendu le mot effort. Le gouvernement fait des efforts. C'est une faveur. Non. C'est des termes qui doivent être proscrits. Parce que le gouvernement, l'État a des missions. Parce que donner la bourse, l'État, les missions régaliennes de l'État, ce sont l'éducation, la santé d'abord, et les autres suivent. L'État a l'obligation de construire les écoles. L'État a l'obligation de construire les universités. L'État a l'obligation de construire les hôpitaux. Par rapport au pouvoir déchu, vous n'avez qu'à regarder nos écoles, nos universités, avec les effectifs pléthoriques. Avec les effectifs pléthoriques. Comment comprendre qu'on ne puisse pas donner? Je reviens sur la bourse, parce que moi, j'ai bénéficié de la bourse. J'ai bénéficié de la bourse. Et nous étions 20, maximum 30 élèves par classe. Cela n'est-il pas possible actuellement? Mais que l'État fasse. C'est-à-dire que l'État se remette à prendre ses obligations et faire ses devoirs. Construire les écoles. C'est possible. C'est possible. Parce qu'on nous a rabâché. Le pouvoir déchu nous a rabâché qu'ils ont construit tant de salles de classe. Non. C'est qu'ils ont transformé les établissements primaires en établissements secondaires. Regardez rien que le lycée Léon-Mba. Moi, je suis ancienne du lycée Léon-Mba. C'était de la 6e en terminale. Actuellement, le lycée Léon-Mba a 3 établissements à l'intérieur. Il y a le lycée Léon-Mba proprement dit. Il y a le CS1, Léon-Mba. Il y a le CS2, Léon-Mba. Et il y a le lycée Léon-Mba. Vas-y comprendre quelque chose. Et vous demandez des critères d'attribution pour la bourse? Non. Revenons à l'ancien système, c'était 10 sur 20. 10 sur 20 pour tout le monde. Pour les élèves. La bourse, et puis il faut qu'ils enlèvent cette affaire. Que la bourse, c'est pas une récompense, c'est une allocation d'études. On ne nous aide pas. Ce sont nos droits. Ils parlent toujours quand il s'agit de droits, ils parlent de faveurs. Non, ce ne sont pas de faveurs. Ce ne sont pas des faveurs. Ce sont des droits. Quand on dit qu'il faut construire des hôpitaux,
Est-ce que c'est normal, lorsqu'on a liquidé les hôpitaux de la CNSS, que l'État se permette de prendre tout un hôpital entier, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, pour le transformer en institut d'infectiologie? L'État n'est pas capable de construire l'institut d'infectiologie. C'est pas normal. Parce que cet hôpital a été construit avec les cotisations des travailleurs et des employeurs du secteur privé. Il faut arrêter ça. Que vraiment le CTRI, parce que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est notre transition à nous tous. Surtout pour nous, dynamiques unitaires, qui avons toujours lutté pour l'amélioration des conditions de vie, de travail des travailleurs. Donc, il faut que le CTRI se ressaisisse, que le CTRI traverse avec tous les partenaires sociaux, qu'il n'exclut personne. Donc, heureusement d'ailleurs que nous avons le dialogue du mois d'avril. Mais je voudrais dire à l'endroit du CTRI, parce que par rapport à ce qui nous parvient, nous souhaitons que ce dialogue soit transparent et souverain. Mais il se suggère qu'on est en train de dire quels sont les critères, parce qu'on est en train déjà de sélectionner les gens qui devront participer à ce dialogue, les thèmes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'organiser au niveau du gouvernement par rapport à ce dialogue, alors que c'est un dialogue inclusif, c'est pour tout le monde. Donc nous devons tous nous retrouver à ce dialogue pour le Gabon nouveau, pour arranger le pays. Donc il n'est pas question d'exclure qui que ce soit, tout le monde doit être impliqué. Je vous remercie. Dynamique terreur. Dynamique terreur. Dynamique terreur. Allez, tout le monde. Non.